cher co-rapporteur, mes chers collègues. Déjà, je voudrais vous remercier collectivement de nous avoir confié cette mission il y a quelques mois. Remercier bien entendu mon co-rapporteur Damien Gérard pour le travail fructueux et notre collaboration, la qualité de nos échanges, mais également notre administrateur Thibault Ourier, Jérémy Stagiaire à la commission et bien entendu l'ensemble de nos collaborateurs. Je crois que le président et le co-rapporteur l'ont dit, dans les années 90, nous avons collectivement cru aux dividendes de la paix et en conséquence, nos budgets militaires ont considérablement été réduits. Je crois que nous avons conservé trois choses essentielles pour autant. D'une part, la crédibilité de la dissuasion. D'autre part, le meilleur niveau de maîtrise technologique et la préservation de notre BITD. Et troisième point, le maintien d'une capacité expéditionnaire pour mener des combats limités et choisis. Depuis 2017, sous l'impulsion notamment du président de la République, nous avons engagé des lois de programmation militaire de réparation et de modernisation qui ont été suivies à l'euro près. Et d'ores et déjà, notre budget en matière de défense a augmenté de 20 milliards d'euros par an, avec une cohérence progressivement retrouvée. Toutefois, il faut bien avoir conscience que les décroissances précédentes continuent à produire leurs effets et que le prix unitaire des équipements continue à fortement augmenter. Ça a bien été dit par mon co-rapporteur. Aussi, malgré un doublement du budget en 2030, nous aurons alors moins de chars, moins d'avions et moins de bateaux. Et là également, ça a été montré au travers d'une diapositive. Je continue pour ma part de penser que nos choix de LPM ont été les bons. Ils nous permettent aujourd'hui de disposer d'un socle de capacité large, performant et cohérent. Nous avons eu raison notamment de choisir sous contrainte budgétaire la cohérence plutôt que la masse, la réactivité plutôt que l'endurance, mais il nous faut aujourd'hui tirer pleinement les conséquences du retour d'expérience de la guerre en Ukraine et des incertitudes du soutien américain, voire même du risque de désalignement de nos valeurs et de nos intérêts. Nous avons donc l'obligation de reconstituer une forme de masse pour notre défense et d'en assurer l'endurance. Finalement, ce ne serait pas la cohérence plutôt que la masse, ce serait la cohérence avant la masse, et ce, pour trois raisons majeures. Premièrement, pour renforcer l'épaulement de notre dissuasion et en empêcher le contournement pour le bas. On pourrait y revenir lors des échanges si vous le souhaitez. Deuxièmement, pour faire face aux menaces hybrides qui peuvent être massives tout en restant en dessous du seuil de nos intérêts vitaux et qui placent non seulement le combattant mais également le citoyen en première ligne. Et troisièmement, pour honorer nos engagements au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, garantissant ainsi l'autonomie stratégique européenne et donc notre propre sécurité. Toutefois, les contraintes que nous nous fixons, nous, en tant que Français, restent les mêmes. De manière un peu caricaturale, nous souhaitons être capables de tout faire, tout seul, mais avec des moyens limités. C'est pourquoi, en tant que parlementaires, nous devons dire la vérité et prendre des risques, quitte à parfois se tromper ou déplaire, tout comme nous le demandons finalement à nos militaires, à nos entreprises, à la DGA, pour toujours faire mieux et préparer la guerre de demain, si possible, pour tenter de l'éviter. C'est dans cet esprit sincère, réaliste et pragmatique que notre rapport propose d'engager trois révolutions pour faire évoluer notre modèle. Trois révolutions qui nous semblent marquer une véritable inflexion qu'on retrouve tous les 30 ans, comme l'arrivée de la dissuasion dans les années 60 ou la professionnalisation de nos armées dans les années 90. Ces trois révolutions, c'est finalement faire autrement pour nos armées, demander à la nation de faire mieux et développer le faire avec nos partenaires internationaux. Première révolution, donc, le faire autrement pour nos armées. Je le disais, avec les deux dernières LPM, nous disposons d'un socle cohérent et solide, mais ce socle doit être complété par certaines capacités pas toujours prévues en LPM. Ça a été dit précédemment. Mais au-delà des menaces et des capacités qui ont été indiquées précédemment, il nous faut rapidement retrouver de l'épaisseur. La première révolution que l'on vous propose consiste donc à assumer pleinement la différenciation capacitaire en complément de nos équipements de pointe pour avoir du matériel simple, rustique, peut-être imparfait, mais en mesure d'être produit à faible coût et à grande cadence en intégrant notamment les capacités du monde civil. Ces capacités différenciées seront déterminantes pour employer à bon escient et épauler les armes de décision, vecteurs coûteux et rares. Cette logique me semble particulièrement pertinente dans le milieu terrestre. On pourra reparler notamment du cas du canon César, dont je rappelle que lors de son lancement, personne n'en voulait, ni les armées, ni la DGA. Il n'était pas blindé, il n'était pas chenillé, il posait des risques de protection pour nos soldats. Le retour d'expérience en Ukraine montre finalement que cet équipement a un très beau taux de survivabilité et que des fois la mobilité est préférable au blindage. On pourrait parler de l'articulation dans le milieu aérien
de vecteurs très coûteux et très performants comme le Scalp et de missiles plus low cost et de leur complémentarité pour atteindre nos objectifs stratégiques. Donc on vous propose une différenciation, c'est la première révolution qui est proposée en intégrant pleinement le potentiel des capacités civiles. Les armées doivent donc être capables d'intégrer avec des délais très courts des équipements et des technologies duales. Pour cela, nous portons plusieurs propositions visant à redynamiser les cycles d'acquisition et d'innovation capacitaire. Nous proposons par exemple de déconcentrer certains crédits pour renforcer les logiques de subsidiarité au niveau de chaque armée et même de chaque unité, comme cela se pratique déjà dans l'armée de terre. Donc évolution culturelle au sein de la DGA, d'une part, mais d'autre part, déconcentration de certains crédits directement à la main des armées, voire à la main de certaines unités. Au-delà des équipements, nos forces doivent continuer à développer 3 cultures complémentaires qui feront notre supériorité qualitative. La culture d'innovation, d'agilité opérationnelle et d'ambiguïté. La culture d'innovation, et notamment l'innovation participative et l'innovation d'usage, inspirée d'ailleurs par des pratiques déjà très courantes au sein de nos forces spéciales, doit irriguer tous les échelons par l'expérimentation permanente. Elle se concrétise par notre proposition de former chaque élève officier et sous-officier, quelques milliers par an, à la construction et à l'emploi d'un drone dès sa formation initiale. L'agilité opérationnelle permet d'accélérer les cycles de décision grâce notamment au commandement par l'intention. Elle doit être impérativement alimentée par une réelle démultiplication des capacités de connaissance, d'anticipation et de coordination. Comme l'a rappelé encore hier le ministre des Armées, je vous conseille d'écouter son intervention à propos du quantique, même si l'impulsion, bien entendu, de la LPM est la bonne, cela impose d'accentuer encore les efforts consacrés aux technologies de pointe dans ces domaines, à savoir l'IA, le calcul haute performance et quantique, ainsi que les constellations en orbite basse telles que OneWeb ou Iris-Carré. Enfin, l'ambiguïté stratégique, opérative et tactique. Car dans un champ de bataille rendu transparent par les technologies de surveillance, et notamment les drones, développer les capacités de déception et d'intoxication informationnelle permet de restaurer une part du brouillard de la guerre. Deuxième révolution, au-delà de faire autrement pour les armées, demander à la nation de faire mieux. Il faut bien avoir conscience que la somme de nos militaires, 200 000 personnels d'actifs, ça représente moins de 1% de la population active. Donc le SSA, par exemple, c'est moins de 1% de la masse sanitaire de notre pays. Il est donc, au-delà de faire autrement pour nos militaires, impératif de mobiliser plus largement toute la nation pour atteindre notre endurance, notre objectif d'endurance et notre objectif de résilience. Pour cela, la deuxième révolution doit être prioritairement celle des réserves. L'objectif ambitieux d'atteindre 100 000 réservistes d'ici 2035 a été donné notamment par le ministre des Armées. Nous devons désormais concrétiser ce projet en créant une véritable garde nationale avec des crédits sanctuarisés de l'ordre de 1 milliard d'euros par an, soit environ 2% de notre budget de défense pour un tiers des effectifs, 100 000 réservistes, 200 000 militaires d'actifs. Cette garde nationale permettrait de générer une troisième division hybride et interarmée, composée principalement de réservistes et équipée selon la logique rustique que j'évoquais précédemment. Ainsi, la France disposerait de 3 divisions, contre 2 actuellement, dont une projetable dans quelques années, formant ainsi un corps d'armée complet qui renforcerait considérablement nos capacités et notre crédibilité stratégique. Cette révolution ancrée dans la nation implique également de libérer nos forces de missions qui ne relèvent pas de leur corps de métier. La suspension du dispositif Sentinelle, en arrêtant son déploiement permanent pour ne conserver qu'une capacité de réactivation sur alerte, nous semble une nécessité pour retrouver de la marge de manœuvre à la fois humaine et financière. Sentinelle, c'est quelques milliers de soldats, quelques centaines de millions d'euros par an. Mon collègue Damien Gérard propose, lui, de mettre formellement fin au SNU afin de libérer encore davantage de marge qui serait affectée en priorité aux réserves. Mais cette révolution va au-delà de la simple augmentation des effectifs. Il s'agit d'offrir une réelle attractivité à cet engagement de réservistes, de professionnaliser profondément leur emploi et de leur donner des parcours de carrière clarifiés avec des équipements dédiés et surtout de sortir du paradigme budgétaire où ils servent de variable d'ajustement budgétaire. Approchez-vous de vos unités. En ce moment, on leur demande de réduire leur mobilisation des réservistes. Au-delà des réservistes de niveau 1, on doit bien entendu poursuivre un meilleur renforcement de la réserve opérationnelle de niveau D et mobiliser les compétences civiles stratégiques
Par exemple, nous proposons l'animation de communautés de renseignement d'origine source ouverte, la fameuse OSINT. On avait fait une audition à ce sujet-là, en intégrant, par exemple, au sein de la DRM, en animant des communautés d'experts civils volontaires qui pourraient démultiplier nos capacités d'analyse à moindre coût. Enfin, nous encourageons la mise en place rapide de la JDC nouvelle formule et des stades de défense pour organiser la montée en puissance de notre appareil de défense au travers d'une mobilisation coordonnée de chaque acteur jusqu'aux citoyens. Un peu à l'image des alertes météo, quand on passe à un niveau de stade supérieur, chacun sait ce qu'il doit faire. Enfin, troisième révolution, au-delà du faire autrement pour les armées, du faire mieux ou plus pour la nation, celle du faire avec, qui concerne nos partenariats stratégiques et l'action indirecte. Je le disais, les armées, c'est 1% de la population active. La France, c'est 1% du monde. Et quelles que soient les options retenues, la France n'aura pas la masse pour faire face seule aux défis stratégiques contemporains. 1% du monde en matière de démographie, bien entendu. Et la France, vous savez, boxe bien au-dessus de sa catégorie démographique. Toutefois, cette coopération doit avant tout servir nos intérêts nationaux sans les diluer. Nous devons donc rationaliser nos coopérations en matière d'armement. Plutôt que de multiplier certains programmes complexes, sources de retard et de surcoûts, nous privilégions une approche pragmatique de spécialisation. Ainsi, pour le programme SCAF, par exemple, nous estimons qu'il doit être rééquilibré avec une maîtrise d'œuvre française claire, compte tenu de notre avance dans l'aviation de combat, et prioriser une livraison rapide du cloud de combat, y compris pour faire fonctionner dans les années qui arrivent les équipements existants. Je soutiens également personnellement que nous devons étudier l'opportunité de poursuivre ou non le programme Eurodrone, qui pourrait être dépassé avant même ses premières livraisons en 2031 au profit de solutions plus agiles et plus légères. Nous pensons enfin que la coopération capacitaire doit venir de la coopération opérationnelle. Elle peut s'appuyer sur des expériences concrètes comme la brigade franco-allemande qui devrait évoluer vers une unité au matériel et moyens véritablement uniformes. Cet objectif pourrait débuter par la convergence sur des segments précis comme la logistique ou les transmissions. Par ailleurs, l'espace de conflictualité étant de plus en plus immatériel et numérique, il est indispensable d'accroître la surface de contact entre notre outil de défense et les grands acteurs du numérique. Gardons en tête 3 grandes masses de valeur. En européen, nous investissons quelques milliards d'euros chaque année en matière de R&D militaire. Les Américains investissent quelques dizaines de milliards d'euros chaque année en matière de R&D militaire. Les GAFA investissent quelques centaines de milliards d'euros chaque année en termes de R&D. Il y a donc un rapport de 1 à 100 entre notre R&D de défense européenne et la R&D des GAFA portée sur le seul secteur du numérique. Enfin, la véritable révolution réside dans le développement massif de l'action indirecte. L'exemple ukrainien démontre l'efficacité du soutien indirect, formation, munitions, équipements, conseils et assistance technique. En cas d'attaque sur le front oriental de l'Europe, notre solidarité stratégique reposera tout autant sur l'envoi de troupes que sur la capacité à soutenir le pays agressé sans obérer nos propres capacités de défense. Tirer pleinement profit du retour d'expérience de notre soutien à l'Ukraine, nos armées peuvent obtenir des résultats stratégiques importants via une montée en puissance de nos actions de soutien extérieur. Cette révolution de l'action indirecte est également pertinente face aux menaces asymétriques et doit s'accompagner de moyens dédiés, de formations spécialisées pour nos cadres. En conclusion, mes chers collègues, ces 3 révolutions que l'on vous propose, du faire autrement pour les armées, du faire mieux pour la nation et pour développer davantage le faire avec nos partenaires, doivent être conduites simultanément car elles s'alimentent mutuellement. Et en conclusion également, j'aimerais finalement délivrer 3 messages clés. Le premier, c'est que nous pourrons être fiers et confiants de nos soldats, de la DGA, de nos industriels. Cela n'exclut pas de jouer pleinement notre rôle de parlementaire pour mettre le système sous pression et contribuer à prévenir la surprise stratégique. Deuxième message, nos choix, je pense, ont été globalement adaptés, mais la masse doit désormais accompagner la cohérence, y compris pour une France dotée de l'arme nucléaire. Enfin, troisième message, ce que l'on vous propose, avec 0,1% du PIB, peut avoir un impact important sur notre modèle d'armée, avec une approche différenciée au niveau matériel et humain. Au-delà de tous ces aspects, rappelons une vérité éternelle, la force morale d'une nation reste la constante de la décision dans les conflits de haute intensité. Nos 3 révolutions doivent donc soutenir cette dimension immatérielle qui fera notre force. Nos soldats, comme le rappelait le chef de corps du 1er RHP à Tarbes, sont prêts dès ce soir. À nous de leur donner les moyens d'être prêts plus massivement et dans la durée. Je vous remercie.
Merci. Nous arrivons donc au moment des expressions des groupes et nous commençons par Romain Tonussi pour le Rassemblement national. Merci Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs. Permettez-moi au nom du groupe Rassemblement national de vous remercier pour la qualité de ce rapport. Ce rapport insiste sur la nécessité de retrouver de la masse alors que la LPM a fait le choix de privilégier la cohérence avant tout. Au Rassemblement national, nous déplorons que ni la masse ni la cohérence ne soient satisfaisantes lorsqu'on constate que les stocks de munitions sont insuffisants, que les hélicoptères Tigre ou NH-90 cumulent les indisponibilités techniques et que notre marine demeure sous-dimensionnée. Dans un contexte marqué par le retour des engagements majeurs, la question de la masse est redevenue centrale. Et cette masse ne se limite pas aux équipements, puisque comme l'a souligné notre collègue Caroline Colombier dans son rapport sur le recrutement et la fidélisation, ce sont aussi les hommes et les femmes qui assurent la tenue de l'effort et la résilience de notre modèle. Le chef d'état-major des armées, Thierry Burgard, avait d'ailleurs été l'un des premiers alertés sur la nécessité de rééquilibrer notre modèle et de trouver un juste milieu entre haute technologie et masse. La dissuasion nucléaire nous permet justement d'avoir ce format d'armée et nous tenons à ce qu'elle soit sanctuarisée. Pour cela, elle doit être protégée face aux vulnérabilités nouvelles, notamment celles que pourrait introduire l'usage non encadré de l'intelligence artificielle dans les chaînes de décision. Ainsi, à la lecture du rapport, 2 points essentiels soulèvent selon nous des interrogations. D'une part, le concept de différenciation capacitaire que vous évoquez, en associant des équipements rustiques à des plateformes avancées, ne risque-t-il pas d'aboutir à une armée à 2 vitesses, voire à des ruptures de cohérence doctrinale ? D'autre part, dans un contexte de non-exécution budgétaire et de retard de paiement envers les industriels de défense, comment espérer atteindre une vraie massification de nos moyens ? Je vous remercie. Merci, messieurs. Vous pouvez prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Mon rapporteur me propose de commencer. Alors, plusieurs points. Déjà, merci pour votre question. Plusieurs points, vous avez cité la LPM. Effectivement, cette dernière LPM privilégie la cohérence plutôt que la masse. Et pour ma part, je continue à penser que nos choix d'optimisation ont été les bons, compte tenu du budget des 413 milliards d'euros que l'on disposait et compte tenu des menaces de l'époque. Pour autant, aujourd'hui, effectivement, on a la cohérence étant progressivement retrouvée, on a l'objectif effectivement de retrouver de la masse. Et pour notre part, pour des raisons un peu différentes, peut-être mon co-rapporteur pourra y revenir, on est parti sur des approches plutôt réalistes et pragmatiques en termes de budget. Vous savez que bientôt aura lieu à La Haye le sommet de l'OTAN, avec peut-être des trajectoires de PIB qui vont augmenter. Pour ma part, je pense qu'il est préférable de formuler des propositions qui résistent à toutes les hypothèses budgétaires, qu'elles soient la continuation de la LPM, qui est déjà un défi compte tenu du contexte budgétaire actuel, ou une augmentation importante du budget. Et donc c'est bien dans cette approche réaliste et pragmatique qu'on se place dans les propositions qu'on a pu faire, propositions qui seraient également valables, à mon sens, si on avait une augmentation importante du budget. Ensuite, vous posez la question de la différenciation. Pour moi, cette différenciation, ce mix capacitaire, il est super important. Si vous ne disposez que de matériel de haute technologie, vous êtes déclassé opérationnellement. Si vous n'avez, par exemple, que des missiles très coûteux pour faire face à une menace asymétrique, vous serez rapidement épuisé. En mer Rouge, on a, par exemple, en l'absence d'autres moyens, détruit des drones Shahed à 20 000 euros avec des missiles Aster à plusieurs millions d'euros. Missiles Aster dont vous connaissez comme moi les stocks que l'on a et les capacités sur nos frégates. Pourquoi on a besoin de vecteurs plus low cost, et la marine commence à bien y travailler, parce qu'on a besoin de concentrer nos armes de décision sur les objectifs stratégiques. En clair, on a besoin de traiter les menaces plus faibles avec des vecteurs peu coûteux pour tenir et pour être en mesure de générer de l'attrition, pour concentrer nos armes de décision sur des menaces à haute valeur ajoutée. Ça, je vous parlais d'un cas défensif. C'est le vrai également, si je continue sur le cas des missiles, mais on pourrait étendre à plein d'autres domaines. Si vous voulez mener une attaque, si vous envoyez uniquement, par exemple, un missile Scalp, vous avez des chances qu'il soit potentiellement intercepté. Et les défenses solaires ont plutôt tendance à s'améliorer et vont continuer à s'améliorer dans les années qui arrivent. Le bon mix,
c'est déjà d'être en mesure d'envoyer une horde de missiles low cost pour faire en sorte que les défenses solaires adverses se dévoilent d'une certaine manière, s'usent, et une fois que le chemin est ouvert et que vos missiles low cost ont été défaits, vous pouvez envoyer l'arme de décision qui touchera son but de manière certaine. Donc ce mix capacitaire que j'ai cité également là dans le cas des missiles, on peut le citer, si vous voulez, sur l'ensemble des capacités, des simples capacités terrestres en passant par des capacités maritimes, aériennes, jusqu'aux capacités spatiales. C'est pourquoi je suis pour ma part absolument convaincu que la différenciation est la clé du retour de la masse et absolument nécessaire pour faire face aux menaces d'aujourd'hui. Et un mot pour vous répondre sur la non-exécution budgétaire et le point que vous mettez en avant. On y répond à travers la proposition numéro 2, puisque, en tout cas, ça participe à ça, puisqu'on propose de mettre en place une instance de suivi spécifique, dotée d'experts détachés pour faciliter le travail du Parlement et donc des députés, de façon à pouvoir suivre l'exécution budgétaire, mais en général d'avoir un contrôle parlementaire le plus précis possible. Et en tout cas, à travers ça, à travers par exemple des agents de la Cour des comptes qui seraient mis à disposition, qui seraient spécialistes de ces questions-là, de pouvoir, comme ça se fait dans d'autres démocraties européennes, d'avoir ce contrôle parlementaire qui soit renforcé, en tout cas appuyé par une expertise qui nous est nécessaire si on veut être plus efficace et plus pertinent sur la question. Et compléter, puisque le président me le permet, qu'on est à la recherche du mix capacitaire idéal. Et je vous invite à revoir la courbe de Gauss, peut-être que Thibault, tu pourrais la réafficher, pour montrer que finalement, il y a un équilibre à trouver entre l'armée de masse peu technologique et l'armée très avancée technologiquement, mais qui est peu massifiée. Bien entendu, en 91, on était une armée de masse, on avait même encore des appelés, et la guerre du Golfe, la première, nous a montré qu'on manquait de capacité technologique. C'est pour ça qu'on a créé, après la guerre du Golfe, l'ADRM, le COS. Aujourd'hui, il nous semble qu'avec la LPM, on est allé un peu trop vers la droite, vers un peu trop de technologie, et qu'on a besoin de compléter ce socle technologique par de la masse, et pour atteindre cette masse, avec des équipements plus rapidement issus du civil, plus low-tech, plus smart-tech, j'allais dire. On a besoin aujourd'hui de smart-tech de masse. On a tous dans nos poches un équipement assez technologique qui s'appelle un smartphone. Ça, c'est important pour des questions de soutenabilité, mais c'est aussi très important pour des questions de délai. Aujourd'hui, vous le savez, des services de renseignement font état d'un possible test de souveraineté de la part de la Fédération de Russie à horizon 3-5 ans. Diversifier, différencier le matériel, c'est important pour avoir plus de masse compte tenu de notre budget, mais c'est aussi important pour avoir de la masse rapidement. Si je prends l'exemple des équipements terrestres, aujourd'hui, nos équipementiers ont des usines qui sont en mesure de fabriquer quelques centaines de blindés par an, l'ordre d'idée. Un fabricant automobile ou de camions fabrique quelques centaines de milliers d'équipements par an dans une de ces entreprises. Et donc, si un jour, on doit remonter en puissance brusquement, on aura une certaine inertie pour faire remonter nos équipements spécifiés pour nos armées. Par contre, on a la possibilité très rapidement d'acquérir des équipements différenciés auprès de nos industries civiles. Et donc, gardons bien en tête qu'il y a non seulement l'objectif de masse à meilleur coût, si je peux dire, mais aussi l'objectif de délai de remontée en puissance. Merci. La parole est à François Cormier-Bouligeant pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je veux à mon tour remercier nos deux collègues, Gérard Gassilou, pour leur rapport et la présentation qu'ils nous en ont fait. Cette question de l'équilibre entre masse et haute technologie occupe nos réflexions depuis maintenant de longs mois, voire des années, ici à l'Assemblée nationale, à la Commission de la Défense, comme de l'autre côté de la rue, à l'hôtel de Brienne, chez le ministre des Armées, ou dans les états-majors de nos armées. Moi, je résumerai cette problématique en une phrase. Comment passer d'une armée au format idéal en temps de paix ?
sachant que nous sommes amenés depuis maintenant quelques années à réparer et à moderniser notre armée après des décennies de sous-investissement dramatique dans les années 90 et 2000. Nous avons fermé des régiments. Vous l'avez cité dans votre rapport, nous avons perdu un certain nombre de dizaines d'avions de chasse, de chars, mais nous avons également perdu de la capacité de production. Je suis député du Cher et député de Bourges. Ces années 90-2000 ont été des années de perte de milliers d'emplois dans l'industrie de défense. Comment passer de cette armée idéale en temps de paix à une armée en temps de guerre? Parce que le ministre Lecornu l'a rappelé, nous ne sommes plus tout à fait en temps de paix aujourd'hui. Une armée en temps de guerre qui soit efficace dans la durée, qui tienne compte de l'attrition en hommes et en armes que produit les conflits symétriques, mais aussi des besoins de haute technologie auxquels peut répondre notre industrie de défense française et qui est indispensable dans des conflits asymétriques. Alors, j'ai noté que vous avez parlé de mix capacitaire idéal, de mix technologique bas-haut du spectre et également de smart tech de masse. Et vous avez évoqué tout à l'heure le missile low cost, mais on pourrait également parler des drones. Moi, je voudrais vous interroger sur la capacité de production parce que ces segments-là sont soumis à l'accélération des ruptures technologiques et on ne peut pas faire de stock de drones ou de missiles low cost parce qu'ils sont périmés très rapidement. Donc comment peut-on déclencher les capacités de production de masse au moment où nous en aurions besoin? Merci. Messieurs, la parole est à vous. Merci pour la question. Concernant le smart tech de masse, la partie drone, en fait, on l'a un peu évoqué dans le propos liminaire, mais en fait, l'enjeu n'est pas forcément d'avoir des stocks importants, mais vous l'avez dit, il n'y a pas de contradiction là-dedans, puisque en fait, on a un cycle d'innovation entre l'émergence d'un outil et la réponse qui est extrêmement court. Et donc, ça n'aurait pas beaucoup de sens que d'avoir des stocks, puisque par nature, ils seraient obsolètes très rapidement. L'enjeu, c'est d'avoir une capacité, et vous l'avez dit, à produire rapidement le jour où, malheureusement, on en aura besoin. Et donc l'enjeu, c'est d'avoir sur notre territoire national ou européen des outils de enfin des usines de fabrication de drones qui sont duales dans le sens où ils sont plutôt destinés aujourd'hui aux civils, mais qu'on pourrait basculer dans ce cas-là sur des usages militaires. Et notre enjeu, c'est de contractualiser, en tout cas avoir des modèles de contractualisation qui permettent et qui préparent ce cas de figure de façon à ce que tout ça soit préparé et que ce dual soit possible au moment où on en a besoin. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, mais peut-être que Thomas peut compléter aussi. Oui, je veux bien compléter effectivement En fait, le concept de différenciation existe depuis le livre blanc de 2013. Pour autant, on a eu des LPM qui ont privilégié, je l'ai dit, la cohérence plutôt que la masse. Pourquoi? À mon sens, parce qu'on n'avait pas encore connu la guerre d'agression russe en Ukraine, où un pays a décidé seul d'envoyer 700 000 de ses soldats et d'assumer 1000 pertes par jour. Et par ailleurs, à cela se rajoute aujourd'hui l'incertitude du soutien américain qui nous amène à nous replonger la question. Et je vous pose la question, mes chers collègues, si nous souhaitons déployer, par exemple, en européen, 250 000 soldats face à 700 000 Russes, parce que, imaginons, enfin, on est quand même au-delà au niveau technologique, mais voilà, je prends cette hypothèse, 250 000 soldats, si la France pèse 20% de l'Union européenne, je vous laisse faire le calcul de combien ça signifie de déploiement pour la France. Et donc, à mon sens, si on fait la promotion de la souveraineté stratégique européenne, il faut qu'on soit à minima en mesure d'assumer notre quote-part conventionnelle de ce qui serait nécessaire à l'Est. Vous avez parlé du temps de paix. Alors, aujourd'hui, le concept paix-crise-guerre évolue davantage vers le concept, comme vous le savez, porté par le SEMA de compétition, contestation, affrontement. Et dès le temps de compétition, on a besoin de montrer une détermination. On a besoin d'épauler la dissuasion avec des forces conventionnelles. Aujourd'hui, à mon sens,
Un gap trop important s'est créé entre nos capacités conventionnelles et le seuil des intérêts vitaux déterminé par le président de la République. Donc on a une zone, à mon sens, qui n'est pas totalement couverte entre les deux. Et enfin, on a besoin de rassurer nos alliés à l'Est. Pourquoi nos alliés à l'Est achètent du matériel américain ? Parce qu'ils se disent que si un jour ils sont embêtés, ce sont les Américains qui viendront les aider. Pourquoi, selon moi, je soutiens qu'on soit en mesure de produire un corps d'armée, qui est le pion élémentaire vu à l'OTAN ? C'est non seulement parce qu'on en a besoin pour notre défense, mais on en a besoin également pour notre souveraineté stratégique et pour dire la France sera là à cette dissuasion, au-delà de cette dissuasion nucléaire, pour prévenir un test de prise de gage territorial, un test de souveraineté qui pourra avoir lieu dans les prochaines années. Enfin, vous abordez la question de la montée en puissance et des drones. Premier élément pour moi de la montée en puissance, c'est déjà de s'y préparer intellectuellement. Aujourd'hui, dans nos contrats opérationnels, l'hypothèse la plus haute d'engagement, c'est l'hypothèse d'engagement majeur, qui dit quoi ? Qu'en cas de conflit, on aura 6 mois pour se préparer, pour déployer seulement 24 000 hommes, et qui devront durer que 6 mois. Aujourd'hui, je pense que cette hypothèse d'engagement majeur est totalement désuète au regard des menaces auxquelles on doit faire face. Et souvenez-vous, lors du précédent quinquennat, je ne sais pas si vous le souvenez, j'avais interrogé le SEMA de l'époque, le général Lecointe, qui avait indiqué, effectivement, on a une armée davantage taillée pour le temps de crise. Alors, il avait un peu adapté son propos par la suite. En tout cas, on a une armée qui a besoin de se muscler conventionnellement pour mieux épauler la dissuasion. Pour faire face à une capacité de remontée en puissance, bien entendu, il faut un arbitrage entre le stock et la capacité productive. Et vous savez que nos stocks sont assez faibles actuellement. On a besoin effectivement de travailler davantage la réversibilité de la capacité de production civile. Et dans les prochains jours, sans doute, un partenariat va être annoncé entre un équipementier automobile et une de nos PME de défense pour produire massivement des missiles low cost, avec un moteur de voiture, par exemple. Un moteur de voiture, ça vaut moins de 5 000 €. Un calculateur de voiture, ça vaut quelques centaines d'euros. Et si vous prenez un corps de bombe type GBU, vous y mettez un moteur de voiture, un réservoir et un calculateur, vous pouvez faire des choses assez intéressantes. Enfin, cette montée en puissance, pour moi, repose sur les stades de défense qui permettent à l'ensemble de la nation de trouver la posture adaptée, notamment en matière d'industrie de défense. J'ai été un peu marqué lors de notre visite à Tarbes, en discutant avec l'industriel Europlasma et sur sa montée en puissance, de l'ensemble des contraintes auxquelles il y avait à faire face pour sa montée en puissance. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse davantage à des clauses dérogatoires en fonction du niveau de stade de défense pour que notre BITD puisse accélérer. En clair, peut-être avoir des dérogations sur le temps de travail, sur certains délais qui sont accordés, en lien, bien entendu, avec l'ensemble des organisations représentatives du personnel que l'on avait questionnées et qui sont prêtes à de telles adaptations. Enfin, vous abordez la question des drones, vous avez tout à fait raison. Il est inutile aujourd'hui d'avoir des millions de stocks dans nos placards, ces drones qui risqueraient d'être désuets dans quelques milliers d'années. Donc ce qu'on propose, nous, c'est que chaque élève, officier et sous-officier, pendant sa scolarité, ait la capacité de construire un drone. On a environ, je crois, 5 000 officiers sous-officiers qui sont formés chaque année. Un drone, ça vaut 1 000 €, même 500 €, on va dire. Mais même si c'est à 1 000 €, 5 000 cadres qui sont formés chaque année fois 1 000 €, ça fait 5 millions d'euros. À titre d'information, la contribution française à l'Eurodrone, c'est 1,2 milliard d'euros. C'est-à-dire qu'on peut fournir à chaque cadre de nos armées un drone FPV pendant 200 ans. Ça ne coûtera pas encore la contribution française dans l'Eurodrone, pour essayer de recaler un peu les grandes dimensions. Au-delà de cette capacité-là de production de nos armées, et nos régiments sont en train de s'équiper d'imprimantes 3D, de capacités à faire des drones. Pour ma part, je ne sais plus si Damien est en phase avec cette proposition, il me semble que nous devrions étudier des barrières à l'entrée de drones chinois. Et je pense que nous devrions le faire également pour les masques sanitaires. Ce qui sera clé demain en cas de conflit, c'est la capacité de production civile des drones. Et donc moi, ce que je dis, c'est qu'on devrait mettre des barrières à l'entrée à l'échelle européenne pour revaloriser l'offre européenne de drones. Et il y a des entreprises qui existent, comme Parrot, par exemple, sur le drone civil. Et je pense qu'on peut assumer collectivement de dire à nos citoyens, pour prendre vos photos de vacances, vous n'allez pas acheter un drone à 500 €, mais à 800 €. Mais ce drone sera produit en France ou en Europe, et c'est absolument capital, parce que si un jour on en a besoin massivement, on a besoin de ces capacités de production. Et à titre personnel, je pense qu'on devrait faire pareil pour les masques sanitaires. On a tous oublié la crise sanitaire. Avec notre argent public, on est en train de racheter massivement des masques fabriqués en Asie. Et toutes nos entreprises à qui on avait demandé de fabriquer des masques pendant la crise sanitaire sont en train de connaître des difficultés importantes. Je pense que sur de tels équipements qui nous paraissent sans intérêt et sans valeur, on doit assumer un protectionnisme intelligent
pour protéger ces industries extrêmement stratégiques. Merci. La parole est à Guillaume Garot pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président, et merci aux deux co-rapporteurs pour la qualité du travail qu'ils nous ont présenté et pour la clarté des lignes d'action qu'ils nous proposent. Moi, je voudrais simplement ce matin poser 3 questions, en fait, pour éclairer ces lignes d'action. La première concerne la réserve. Vous nous dites une garde nationale, objectif 100 000 réservistes d'ici 2035. C'est une vraie ambition, en effet. Mais quel levier concret? Comment on fait? Comment on recrute? Christophe Blanchet connaît parfaitement le sujet. Comment on fidélise ensuite les réservistes? Et quelle soutenabilité financière? Deuxième question, le volet industriel. Vous prenez une différenciation capacitaire avec, comme vous venez d'expliquer, les équipements les plus sophistiqués et en appui un grand nombre de matériel civil, on va dire plus simple, vous avez même dit plus rustique. Comment on se garantit que cette stratégie-là préserve bien notre souveraineté industrielle? Parce qu'on sait très bien que les équipements dont il est question ne sont pas forcément aujourd'hui produits en France. Donc il faut l'avoir à l'esprit et j'imagine que vous avez des éléments de réponse là-dessus. Et puis, enfin, comment vous inscrivez cette stratégie dans une stratégie européenne de défense? C'est quoi l'articulation? Où est-ce qu'elle se joue pour qu'on soit efficace et surtout pour que, en tout cas c'est la position de notre groupe, on puisse avancer dans cette stratégie européenne de défense? Je vous remercie. Merci. La parole est à vous, messieurs les rapporteurs. Allez, je me lance. Déjà, merci pour votre appréciation sur notre travail. Donc, j'ai noté trois sujets, les réserves, la différenciation et la souveraineté industrielle et l'approche européenne. Alors, concernant les réserves, je crois que c'est peut-être le sujet sur lequel notre commission a fait le plus de travaux. Et effectivement, on a de grands spécialistes. Moi-même, j'ai servi pendant une dizaine d'années dans les réserves. J'ai fait partie des premiers réservistes ab initio, non issus de l'actif, qui ont été projetés en opération extérieure. Donc, j'ai eu l'occasion même de vivre ça de l'intérieur. Le premier point, c'est que l'objectif de 100 000 réservistes, il a été donné par notre ministre. Et on y souscrit pleinement. Nous, ce qu'on dit, c'est que simplement cet objectif doit s'accompagner aujourd'hui de moyens concrets pour la montée en puissance de ces réservistes, puisqu'on observe parfois une forme de dissonance entre les objectifs extrêmement ambitieux et les moyens sur le terrain. Est-ce que le T2 suit? Est-ce que le budget RH suit pour les réserves? Actuellement, on est plutôt en train de demander à nos unités de réserve, y compris en gendarmerie, de baisser leur rythme opérationnel. Est-ce qu'on a prévu 1 euro d'équipement pour les réservistes, y compris low cost? Est-ce qu'on a prévu des infrastructures? Non, les réservistes dorment aujourd'hui sur des lits picots dans les... Donc nous, ce qu'on dit, c'est que l'ambition de la garde nationale, que je souhaite pour ma part appeler la garde nationale pour clarifier l'organisation avec, comme vous savez, la garde nationale, mais qui est aujourd'hui davantage un organisme, sans être trop désobligeant, qui vise à faire la promotion des réserves au sens large et de faire promouvoir les logos et les conventions des entreprises. Je souhaite que des moyens dédiés, avec mon co-rapporteur, soient dédiés à la garde nationale. Ces moyens, ils sont de l'ordre de 1 milliard d'euros par an, 0,03% du PIB environ, pour une capacité de disposer de 100 000 hommes. Et nous, ce qu'on dit, c'est sur ces 100 000 hommes, les conditions de fidélisation, c'est de dire on doit pouvoir créer une forme de division. Une division, c'est 25 000 hommes. Alors, pas forcément une division 100% réserviste, mais au moins, ces 100 000 hommes doivent contribuer à former une 3e division. Vous savez qu'on a déjà 2 divisions d'actifs. Et moi, je pense que quand vous donnez du sens aux réservistes, c'est ce qui permet de faire de l'attractivité et de la fidélisation. Quand vous voulez leur donner de l'activité, au moins une 30aine de jours par an, c'est ce qui permet de donner du sens. Et enfin, il y a quelque chose qui coûte 0 €, mais qu'il faut absolument faire, c'est le délai de paiement. Nos réservistes, c'est souvent de jeunes étudiants. Quand il faut une activité, parfois, il faut une activité en septembre, ils sont payés que l'année suivante. Il faut que le réserviste, aujourd'hui, qui a l'habitude de délais très courts, il sorte de son activité de réserve, 15 jours après, 1 mois après, il est sur son compte, sa solde qui soit réglée. Ça, c'est uniquement de l'organisation de notre côté, ça ne coûte pas 1 € en plus. Enfin, on a la mise en place de la nouvelle JDC.
Je pense que c'est un sujet qui est porté par le ministre et par la DSNJ qui est extrêmement ambitieux. Vos enfants ont sans doute fait la JDC formule actuelle, qui est quand même un peu désuète et un peu vieillotte. Dans la nouvelle JDC, qui j'espère pourrait être lancée en septembre, mais je pense que le ministre fera des annonces dans les prochains mois à ce sujet-là, c'est une JDC renforcée, militarisée, avec du référencement de compétences. Donc 800 000 jeunes par an, qui peut ouvrir la voie à un engagement dans la réserve. Finalement, moi je suis pas, sur le SNU, je suis en attente aussi des arbitrages, mais on remplace le SNU pour tous pour la classe 800 000 jeunes par une GDC nouvelle formule pour tous et un engagement pour certains dans la réserve. Finalement, c'est une approche différenciée, c'est de dire plutôt de donner le même pactage pour tous. On va avoir une belle journée pour tous où, pour moi même, les jeunes devraient repartir avec un objet type un gilet jaune pour être mobilisable sur des missions de gilet jaune ou autre, mais gilet jaune c'est peut-être autre chose, mais un gilet orange on va dire. Un gilet orange de telle sorte qu'il soit mobilisable sur des missions de basse intensité sur volontariat, notamment de la part du maire. Mais en tout cas, on a cette approche différenciée entre la JDC pour tous, renforcée, et l'engagement dans la réserve pour ceux qui le souhaitent. Et également, dans les prochaines semaines, peut-être que des annonces pourraient être faites concernant un service militaire volontaire nouvelle génération. Enfin, je ne vais peut-être pas répondre sur la troisième par manque de temps, mais sur est-ce que la différenciation est compatible avec notre souveraineté industrielle ? Pour moi, la réponse est oui. Les produits low cost qu'on veut fournir massivement à nos armées sont des produits majoritairement produits en France. J'évacue le smartphone sur lequel on aurait juste la maîtrise de la couche logicielle, comme les gendarmes. Je ne sais pas si vous savez, les gendarmes ont le dispositif NeoGend. Et l'ANSSI produit un OS qui s'appelle SecAndroid, qui permet de sécuriser ce qui se passe sur le téléphone. Et les armées, d'ailleurs, utilisent déjà l'application Auxilium pour gérer les déploiements Vigipirate sur la base de petits smartphones. Mais à part ça, aujourd'hui, est-ce qu'on produit des véhicules tactiques sur notre sol ? Oui, on produit des camions, Renault Véhicules Industriels, Volvo, qui fournissent d'ailleurs que 1% de leur production aux armées, donc ils sont en mesure du jour au lendemain de fournir 100 fois plus. Est-ce qu'on produit des véhicules tactiques légers ? Oui. On a même désormais une entreprise en Alsace qui produit un 4x4 d'excellente qualité, qui s'appelle l'Ineos Grenadier, qui est un 4x4 extrêmement rustique. Donc on a ce qu'il faut. Et enfin, vous savez pour ma part que je pense que l'arme de base qui nous protège tous, c'est l'armement individuel du fantassin, le fusil d'assaut. Et pour ma part, je ne fais que pousser la démarche qui est en cours, à la fois pour regagner notre souveraineté en matière de production de munitions de petit calibre, et c'est en bonne voie, et des choses pourraient être annoncées dans les prochaines semaines, et peut-être un jour de fusils d'assaut qu'on serait à nouveau en mesure de refaire. Vous savez que l'entreprise Vernet-Caron a été repris récemment, et pour ma part, je ne serais pas choqué, voire même j'encouragerais l'équipement de notre garde nationale avec un fusil d'assaut qu'on sera en mesure de produire en France. Pour répondre juste en complément de ce qui a été dit sur la question numéro 1, sur comment on fait pour faire monter en puissance cette réserve, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on dit qu'il faut focuser aux bons endroits et que suspendre Sentinelle et pour ma part suspendre SNU, c'est une façon de remettre l'encadrement aux bons endroits et de remettre les moyens aux bons endroits si on considère que c'est prioritaire. Et ça, je considère plutôt que plus on disperse, plus on construit des choses un peu gadgets qui, au final, nous éloignent de cet objectif qui me semble prioritaire. Et ça, je le prends plutôt pour moi sur SNU notamment. Sur articulation avec l'échelle européenne, on a quelques pistes qu'on signifie dans le rapport. Je pense notamment à la notion de best athlète, qui est de dire comment on réfléchit à l'échelle des BITD européennes sur la spécialisation, définir les endroits où probablement on est les meilleurs. Je peux penser au SCAF ou à d'autres outils un peu comme ça, où on redéfinit, ou projets plutôt, où on redéfinit là où on a des entreprises qui sont phares en Europe et qui seraient les pilotes d'une articulation européenne. On a aussi dans
la proposition numéro 29 sur la brigade franco-allemande, une proposition de façon à avoir des capacités complètes et d'avoir du matériel uniforme, ce qui est une bonne façon de travailler cette articulation européenne. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce n'est pas oublié et que pour nous, c'est central parce que, évidemment, on ne peut pas considérer une armée française capable de répondre à tout au vu des enjeux et du contexte géostratégique actuel, et qu'on doit bien la réfléchir, c'est comme ça qu'on la réfléchit, dans une idée de complémentarité avec nos partenaires européens. Merci à vous. Merci. La parole est à Christophe Bex pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, messieurs les deux rapporteurs. Déjà, tout d'abord, je tiens à remercier pour votre travail intéressant et stimulant. Et la question d'un nouvel équilibre à trouver entre rusticité et technologie a été posée de longue date par la France Insoumise, notamment en 2017, en soulignant les besoins de masse qu'a notre pays afin d'exercer pleinement sa souveraineté sur le deuxième territoire maritime du monde. Alors à ce propos de questions, même si vous avez déjà abordé le sujet au sujet des drones, quelles propositions faites-vous en matière d'acquisition de drones de surface et sous-marins? Comment considérez-vous les hypothèses de développement rapide de ces appareils relativement low cost et dont on a vu dans la guerre en Ukraine qu'ils pouvaient produire des effets importants? Et enfin, deuxièmement, Monsieur Gassilou, vous proposez de décaler l'arrivée du porte-avions nouvelle génération. C'est une proposition très forte dont on aimerait savoir les conséquences. Quel surcoût pour la prolongation du Charles de Gaulle? Quelle possibilité pour les chantiers de l'Atlantique de décaler leur planning et de réserver leur cale pour ce bateau exceptionnel? Et enfin, comment la marine pourrait-elle s'assurer du maintien des compétences dans un calendrier mouvant? Je vous remercie. Merci pour la question. Alors, je propose de répondre sur le PANG, sur le porte-avions nouvelle génération, et peut-être mon collègue pourra répondre en complément sur sa proposition complémentaire sur le PANG qui s'enchaîne avec la mienne, et peut-être sur les drones. Alors, sur les PANG, sur le PANG, sur le porte-avions nouvelle génération, il y a d'ailleurs eu des fuites dans la presse à ce sujet-là qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on a proposé. Ce que je voudrais dire, c'est bien entendu, selon moi, la France a besoin d'un porte-avions de nouvelle génération pour remplacer le Charles de Gaulle, qui sera retiré du service en 2038. Dans 3 présidents de la République en 2038. Pour un peu cadrer on en a besoin, pourquoi? On a besoin parce qu'on est un pays archipel avec des outre-mer, qu'on est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'on a une vocation mondiale, et donc on a besoin de projeter de la puissance. On en a besoin aussi parce qu'on a besoin. Le porte-avions est un outil absolument extraordinaire pour la supériorité aéro-maritime. Et on en a besoin, enfin, selon moi, parce qu'il faut préserver des savoir-faire industriels et militaires dans un monde incertain. Et pour ma part, j'ai eu l'occasion de passer une semaine complète sur le porte-avions nouvelle génération. Je l'ai visité de la cale au pont d'envol, en passant par les chaufferies nucléaires, par les soutes à munitions. J'ai vu ce que sont capables de faire nos marins. Et ce porte-avions est un savoir-faire français absolument exceptionnel. Et loin de moi, malgré les débats qui peuvent exister, le fait de remettre en cause la pertinence d'avoir au moins un porte-avions pour la marine française et notre aéronavale. Pour autant, ceci étant dit, le PANG, c'est le plus gros objet de nos armées. C'est 10 milliards d'euros hors équipement. Et donc, on ne peut pas faire une mission sur la masse et sur le fait de retrouver absolument et rapidement du muscle sans évoquer le sujet de ce porte-avions nouvelle génération. Et donc, ce qu'on dit simplement en termes de propositions, c'est qu'il faut qu'on arrive à voir si on ne peut pas minimiser la période de tuilage le plus possible pour essayer de décaler un peu vers la droite le porte-avions de nouvelle génération, si c'est possible, sans surcoût et sans rupture capacitaire. Juste pour qu'on ait bien en tête les grands enjeux, donc le PANG, c'est 10 milliards d'euros sur 10 ans, je simplifie, 1 milliard d'euros par an. 1 milliard d'euros par an, c'est plusieurs millions d'euros par jour. C'est-à-dire que chaque jour de décalage du PANG, c'est plusieurs millions d'euros qu'on peut mettre en plus dans des besoins qu'on a dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et notamment concernant la Marine nationale, on porte la proposition ambitieuse de lancer en production 3 frégates supplémentaires
dans le modèle italien. Et si vous le souhaitez, on pourrait y revenir pour que je ne sois pas davantage long. Mais en gros, commander directement 3 frégates pour les chantiers de Lorient, qui sont en mesure de les produire, qui peuvent en faire 2 par an, qui actuellement n'en font qu'une par an, en disant ces frégates, on lance la production, on les détermine à l'export, et au pire, on les intégrera dans la marine, et on a fait un calcul qui montre que, quelle que soit l'option, c'est intéressant pour l'État. En gros, que le loyer immobilisé de l'argent pour commander au pire une frégate quelques années qui arrivent est largement compensé par les retours fiscaux, notamment, et sociaux, pour l'État d'une vente d'une frégate à l'étranger. Donc pour le PANG, on dit simplement la France a besoin d'un PANG, du porte-avions de nouvelle génération, mais voyons s'il est possible de le reporter sans surcoût et sans rupture capacitaire, sachant qu'en 2028, on aura un arrêt technique majeur où on va ouvrir le corps nucléaire, et à ce moment-là, un peu comme les centrales, on va peut-être découvrir que le PANG peut durer un peu plus longtemps que prévu. Voilà, j'espère avoir bien répondu, et peut-être que Damien veut compléter pour la proposition européenne. Pardon. Oui, en complément, effectivement, l'idée de décaler vers la droite, c'est aussi de permettre ces frégates supplémentaires avec ce modèle italien pour lequel on avait pu interroger la marine et qui, en tout cas, est intéressé et qui semble intéressant pour toutes les parties. Sur ce décalage, moi, j'ai sous-amendé, on va dire, la proposition de Thomas Gassilou, qui est de dire que si on doit décaler, je pense que c'est l'occasion de réfléchir à l'européanisation du PANG pour en avoir 2. Pourquoi 2 ? Parce que, on le sait bien, 1 égale 0 une partie du temps, puisqu'il a besoin d'être entretenu, maintenu, et que si nous en avons 2, on a ce 1 en permanence, mais qu'on n'en a évidemment pas la capacité budgétaire et en investissement et en fonctionnement, mais que nos partenaires européens, dans cette logique-là, pourraient être intéressés. Et donc, ce temps de décalage peut être mis à profit pour réfléchir aussi à ces questions-là et aux articulations possibles. Sur la partie drone de surface, sous-marin, on rejoint un peu les enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire en vrai être dans une logique de partenariat, d'innovation, et comment on la simule en changeant un peu la logique par rapport à la logique historique de la DGA qui était en gros d'exprimer un besoin et de passer, de faire un appel d'offres et de commander. Pour faire très simple et très caricatural, là, on est dans toujours des possibilités de dual. Et puis le fait d'être dans un dialogue permanent avec un ensemble d'entreprises qui portent de l'innovation et qui peuvent être mises à profit et sur lesquelles on peut imaginer, grâce à ces partenariats, d'être en capacité de commande. Après, moi, ce que je retiens des échanges sur les drones plutôt maritimes, c'est qu'on en a, comme les autres, mais en tout cas de différents types. On en a qui vont être plutôt low cost, et puis on en a d'autres qui vont être en réalité assez chers et qui vont répondre à des logiques différentes et qui répondent à des logiques différentes, y compris en termes de commandes, d'innovation, ce genre de choses, parce que l'océan a ses propres caractéristiques, et notamment le fait que c'est un milieu extrêmement vaste et contraignant d'un point de vue technique, ou physique plutôt, et que on a un ensemble de drones qui doivent répondre à cette contrainte physique dans laquelle ils seront projetés. Sur le PANG, je me permets juste de compléter en disant qu'on parle avec beaucoup de prudence, puisque bien entendu, en tant que parlementaire, on n'a pas forcément l'ensemble des éléments à disposition, notamment les cadencements de production des chaufferies nucléaires, qui nous permettent de prendre une position fermement. Simplement, on souhaite mettre un peu de pression dans le tube, et y compris aux industriels, pour dire si vous pouvez contracter un peu la capacité, le délai de production, c'est quelque chose qui est très intéressant pour atteindre certains objectifs à court terme. Peut-être juste préciser un peu la question des frégates, puisque avec Damien, on a mis un certain temps à construire cette proposition, donc c'est peut-être pas en 1 minute précédemment que j'ai pu parfaitement vous exposer ce qu'on souhaite faire. Déjà, Damien nous a invités à Lorient et on a pu voir l'excellence des chantiers de Naval Group, à la fois sur la coque, sur la construction des équipements technologiques et de tout ce qu'on fait. Et déjà, les FDI sont un équilibre technologique entre masse et technologie. Vous savez que grâce à la technologie, on a pu réduire leur tonnage, on a pu réduire le nombre de marins qui servent à bord.
Pour ma part, j'ai une proposition un peu iconoclaste qui, à mon avis, mériterait d'être creusée. C'est un rapprochement industriel entre les chantiers de Saint-Nazaire et les chantiers de Lorient pour la production des coques. Il me semble que les capacités de Naval Group mériteraient d'être davantage exploitées pour les questions des systèmes d'armement, de ce qui se passe sur la frégate, mais qu'en matière de production de coques, vu de loin et n'étant pas très expert du sujet, il me semble que des convergences pourraient avoir lieu avec les chantiers de Saint-Nazaire qui montrent leur capacité de produire des coques qui ne sont pas très éloignées dans un cadre potentiellement plus compétitif. Concernant les frégates, c'est une proposition d'ailleurs qui était portée par notre rapporteur de marine et d'autres. On en a 15 actuellement, on est très limite. Nous, notre proposition, c'est bien entendu de porter à 18, mais de le faire dans un cadre réaliste et pragmatique en disant comment on fait si toutefois le budget est limité. Et là, à Lorient, ce qu'on a découvert, c'est qu'on a une capacité de production de 2 frégates par an, que l'armée française en commande environ une tous les 2 ans, puisqu'en gros, une frégate, ça dure 30 ans, on en a 15. C'est-à-dire qu'une fois tous les 2 ans, on doit en renouveler une, et que grâce à l'export, on passe d'une frégate commandée tous les 2 ans à une frégate par an. Mais qu'il nous reste encore une capacité de production qui n'est pas utilisée à Lorient. Et dans un monde en compétition où on a des prospects à l'export, c'est quand même dommageable de ne pas utiliser pleinement notre outil productif. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est utilisons pleinement cet outil productif, prenons le risque de lancer en chantier des frégates dont on aura besoin dans tous les cas. Et ensuite, vous avez 2 options. C'est soit ces frégates, on les a avancées par rapport à nos besoins et ça nous coûtera un décalage de trésorerie de l'ordre de 1 milliard d'euros par frégate sur quelques années. Ça veut dire un coût en intérêt de l'ordre de quelques dizaines de millions d'euros. Ou soit pendant le temps de production, voire légèrement après la mise en service actif, on a la capacité de vendre ces frégates à l'étranger. Et là, c'est banco pour l'État. On estime que quand on vend une frégate à 1 milliard d'euros, c'est 30 à 50 milliards d'euros qui reviennent donc 300 à 500 millions d'euros qui reviennent dans les caisses à l'État. Pourquoi ? Parce que cotisation sociale, cotisation patronale, impôt sur les sociétés, TVA. Et donc, on a un intérêt objectif extrêmement fort à financer notre défense d'une certaine manière par le soutien à l'exportation. Et j'ajoute enfin, que les marins le savent mieux que quiconque, on est aujourd'hui sur des doubles équipages sur nos frégates. C'est-à-dire que si toutefois on a des frégates en plus, on a largement de quoi les armer avec des marins qui sont déjà en double sur nos bateaux. Donc voilà, on aimerait que cette réflexion puisse être poussée à son maximum pour voir s'il n'est pas pertinent de lancer dès à présent la construction de frégates supplémentaires, éventuellement dans une logique d'export ou au pire pour avancer l'équipement de nos forces. Merci. La parole est à Jean-Louis Thiriot pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Merci, mes chers collègues, pour cette réflexion complète sur la question de la masse, avec des vues que je trouve extrêmement pertinentes, notamment sur la différenciation. Évidemment, quand on reçoit un essaim de drone, on ne va pas tirer un missile à 300 €. C'est le retour du canon, c'est la capacité de faire face à ce type de menace. Et puis, c'est également un élément à prendre en compte dans la défense opérationnelle du territoire. Je souhaite vous faire part d'une vraie réserve de notre groupe sur une proposition et ensuite vous poser 2 questions. La proposition, c'est celle de notre collègue Girard concernant l'européanisation des porte-avions. La France utilise ses porte-avions pour porter les FANU, c'est-à-dire la dissuasion nucléaire. Évidemment, à partir du moment où on européanise les porte-avions, on abandonne cette composante de la dissuasion. Est-ce que c'est ça votre sous-jacent ? Deuxièmement, aujourd'hui, je rappelle que des porte-avions européens, un bateau, il a un pavillon, il a une chaîne de commandement, vous avez un état-major de l'Union européenne, mais je rappelle que l'état-major de l'Union européenne, c'est la PESC, et que ça veut dire l'unanimité à 27. Bon courage quand il s'agira de donner des missions dans ces conditions-là. Donc je vous le dis tout de suite, très grande réserve, et je voudrais avoir votre réaction là-dessus. Question maintenant sur ce que évoque Thomas Gassilou sur la nécessité d'être à la hauteur niveau corps d'armée. On est évidemment
totalement d'accord. J'ai eu l'impression dans le rapport que vous évoquiez le nombre de divisions, mais pas forcément les soutiens niveau corps d'armée nation 4 que nous devons avoir. Donc je voudrais savoir votre réflexion là-dessus. Enfin, et c'est ma dernière question, concernant les coopérations industrielles. Évidemment que l'idée du best athlete est importante, mais si on tire ça jusqu'au bout, ça veut aussi dire peut-être pour la France renoncer à un certain nombre de capacités. Jusqu'où pensez-vous qu'il faut aller dans ce domaine-là? Et c'est notamment une réflexion qu'on se pose beaucoup sur certains éléments terrestres. Merci, messieurs. Bon, je vais y aller, comme ça mon collègue Damien Gérard aura une réponse extrêmement précise sur la partie du porte-avions européen. Alors, déjà, merci pour votre intervention. Vous avez parlé de la DOT, la défense opérationnelle du territoire, et ce qui me permet, pour ma part, de redire pourquoi la différenciation est, selon moi, la masse à un corps d'armée à 3 divisions me semble pertinente. Elle me semble pertinente, cette différenciation, parce que vous avez parlé de DOT déjà sur le territoire national. Pourquoi? Pour faire face aux menaces hybrides. Pour faire face aux menaces hybrides, on a besoin de quoi? D'un équipement de mobilité de base, d'un téléphone portable, d'un armement léger et d'un missile anti-char et de quelques drones. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir de grands éléments blindés. Ou pour la mission Sentinelle. Sachant que la mission Sentinelle, on voit même nos troupes qui patrouillent à bord de véhicules civils, qui, à mon avis, un usage un peu dévoyé. Je préférais qu'ils patrouillent avec leurs véhicules de dotation qu'ils font intégrer. Donc cette différenciation, elle est hyper pertinente sur le territoire national. Cette différenciation, elle est hyper pertinente en soutien de la ligne de front. Regardez le nombre de camions citernes, le nombre de porte-chars dont nous disposons. Je ne sais pas si vous savez combien on dispose de porte-chars, mais pour peut-être rappeler un chiffre, le programme Leclerc, c'était 1200 chars, on en fabrique 400, on n'en a plus que 200. Et de porte-chars, je ne sais pas si le chiffre est... mais c'est de la masse, c'est de l'ordre d'idée quelques dizaines. Et ces porte-chars font de la classe 100 tonnes, entre le char et le porte-char, et donc c'est même... ils s'acheminent vers l'Est avec une certaine forme de difficulté. Et donc la différenciation, elle est pertinente aussi pour alimenter la ligne de front, pour avoir des engins du génie qui ne sont pas forcément des engins blindés du génie qui préparent les lignes. Regardez les Ukrainiens, ils utilisent des équipements assez rustiques et assez simples. Et donc certes, on a besoin par exemple d'un camion citerne nouvelle génération, blindé, scorpionisé, tout ce que vous voulez, pour avoir des missions spécifiques, mais on a surtout besoin de camions citernes quasiment issus du civil, pas en kaki, pour avoir des flux logistiques. Et mes chers collègues, regardons l'opération Barkhane, qui était une opération importante, mais somme toute quand même assez limitée en volume. 75% de la logistique devait être externalisée à Barkhane. 75% pour une projection assez sommaire. Donc je vous le dis, on a quand même un sujet de masse qui, à mon sens, est assez important. Et pour faire face à ce problème de masse, dans le cadre d'une hypothèse budgétaire réaliste, on n'a pas le choix que de prendre ce qui existe sur l'étagère pour respecter des contraintes budgétaires et des contraintes de délai. Enfin, j'ai une conviction personnelle qui est encore plus iconoclaste et je me permets de vous en faire part, même si elle peut parfois interpeller. Pour ma part, je pense même que l'hybridité et la légèreté est pertinente en première ligne. Je parlais tout à l'heure du cas du canon César. On aurait pu dire réflexion basique. Effectivement, il nous faut un canon blindé, chenillé, puisqu'il sera au contact du feu. Au final, que nous apporte le renseignement du terrain? Que la mobilité et la discrétion est beaucoup plus importante que le blindage et la visibilité. En clair, le canon César, à peine il a tiré ses 6 coups, les 6 coups ne sont pas encore arrivés, qu'il est déjà parti et il ne s'expose pas à des tirs de contre-batterie. Pour ma part, je pense que la première ligne, et on le voit en Ukraine, est caractérisée à la fois par une grande transparence du champ de bataille et une grande létalité. Et tout regroupement de blindés, même avec des défenses solaires, même avec des capacités de blindage, est immédiatement sujet à un traitement de la part de l'adversaire. Et donc même notre brigade bonne de guerre, même notre division bonne de guerre, avec tous ses appuis, sera exposée à de forts risques de destruction face au front. Parce que nos défenses sol-air, à un moment donné, elles seront épuisées. Et pour ma part, c'est pour ça que je pense que la différenciation est même pertinente en première ligne, avec des équipements plus légers, plus nombreux, plus mobiles, plus rustiques, pour restaurer une forme de brouillard de la guerre, être en mesure d'exploiter pleinement la viscosité du milieu terrestre
Et ce que je vous dis là, ce ne sont pas des théories nouvelles. Si vous voulez creuser le sujet, vous pouvez regarder l'excellent ouvrage de Pierre Brossolette des années 70, Essai sur l'amont bataille, qui disait face aux Russes qui vont débouler avec leur division, si on oppose à 10 divisions une division française, on est cuit. Il a même étudié le fait de dire si on utilise nos armes nucléaires tactiques, qu'est-ce qui se passe? Et sa préconisation est de revenir un peu sur ce que disait le maréchal Foch et la concentration des moyens pour plutôt aller vers une dispersion et une concentration des efforts en utilisant pleinement la viscosité du milieu terrestre. Rapidement, sur la question du porte-avions et cette européanisation que je propose. D'abord, on dessine une idée dont il va falloir travailler le périmètre, et c'est pour ça qu'il faut du temps pour le faire. Ce qu'on peut... En tout cas, moi, ce que j'exclus de la réflexion, c'est le fait que le porte-avions ne porte plus la dissuasion nucléaire. Ce n'est pas le sujet, et ni le fait que ces dissuasions nucléaires soient européanisées. Ce n'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, on sait bien que, dès à présent, le Charles de Gaulle, dans la flottille, puisque porte-avions ne navigue jamais seul, il y a une flottille. Cette flottille est déjà un peu européanisée, puisqu'on a des navires italiens qui escortent le Charles de Gaulle. Et je pense qu'autour de ça, on peut réfléchir à une européanisation bien plus poussée qui permet, en fait, effectivement, d'avoir des moyens mutualisés à l'échelle européenne dans lequel la France pourrait avoir de porte-avions. Merci. La parole est à Cyrielle Châtelain pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais remercier les deux co-rapporteurs de cette mission, mon collègue écologiste Damien Girard ainsi que Thomas Gassillou, pour avoir mené ce travail tout au long de cette mission d'information qui a rendu des conclusions utiles à la réflexion sur l'avenir stratégique de nos équipements militaires. À travers cette mission, des questions cruciales ont été soulevées dans cette période de redéfinition stratégique dans la défense française et européenne à l'aune de bouleversements mondiaux en cours, le retour des conflits de haute intensité, la remise en cause du droit international et l'émergence d'une internationale réactionnaire. Au vu de ces constats, le rapport se demande comment renforcer notre autonomie stratégique en matière de défense et quelles sont les forces et les faiblesses de notre armée. Le premier intérêt que je souligne est quand même que cette réflexion s'inscrit dans une stratégie française, mais également une stratégie de défense partagée avec nos partenaires européens. Parce qu'effectivement, lorsque l'on voit les menaces grandir, des émergences de puissances hostiles, nous avons besoin de partenariats européens pour défendre notre modèle démocratique. Ensuite, l'armée française est une armée cohérente et efficace et nous pouvons nous en féliciter. Toutefois, je cite le rapport, elle présente des incohérences de masse en opposant masse et technologie. La loi de programmation militaire a fait le choix de ne pas choisir en conservant un modèle d'armée complet au risque de perdre en épaisseur stratégique. Il nous faut donc aujourd'hui choisir un modèle d'armée qui réponde à ces nouvelles menaces. Le rapport propose plusieurs pistes intéressantes. J'en citerai quelques-unes. Mettre fin au dispositif SNU pour réorienter les crédits vers la réserve opérationnelle qui permettrait réellement de renforcer la capacité humaine de l'armée. Deuxième proposition, prévoir le développement d'une force terrestre low-tech à basse intensité technologique afin d'être en capacité de répondre à des attaques massifiées dans la durée. Et la suspension du dispositif Sentinelle comme dispositif permanent puisque celui-ci mobilise 10% de notre effectif de force opérationnelle. Enfin, il fait des propositions extrêmement intéressantes sur la manière d'associer le Parlement à cette réflexion, la création d'un institut parlementaire avec des ressources dédiées et des experts techniques qui pourraient fournir une expertise indépendante sur la loi de programmation militaire à intervalles réguliers sur des programmes d'armement. La cohérence des choix me semble un outil extrêmement utile. Alors, j'irai très vite sur ma question. Le rapport fait des choix. Il dégage des choix stratégiques extrêmement clairs d'un modèle d'armée. Est-ce que vous pouvez nous éclairer dans une logique de stricte suffisance? Je finis. Est-ce que vous pouvez nous éclairer comment, sur quelle menace stratégique correspondent les choix que vous avez faits? Merci. Merci beaucoup pour cette
questions. Alors, déjà, si vous me le permettez, j'aimerais quand même saluer désormais la mue durable des écologistes sur les questions de défense, mais que ce soit ici en France ou les Grünen en Allemagne, il y a quand même une évolution assez spectaculaire ces dernières années, et on ne peut que collectivement s'en féliciter. Et je pense que vous avez parfaitement raison, parce que l'atteinte des grands défis mondiaux, et notamment la lutte contre le réchauffement climatique, nécessite un ordre mondial. On ne peut pas avoir des grandes COP, des grandes conférences internationales si il n'y a pas d'ordre mondialisé, ou mondial en tout cas. Et enfin, les moyens hybrides, bien entendu, permettent d'agir face aux aléas climatiques, comme l'ont font nos forces, notamment celles qui sont engagées au plus près. Je pense notamment aux forces de Nouvelle-Calédonie, qui ont beaucoup de coopération capacitaire avec leurs voisins à ce sujet. Moi, j'aimerais insister sur un point, comme vous avez beaucoup parlé de valeurs de démocratie, c'est que notre responsabilité, c'est, dans un monde en compétition, de donner aux démocraties les moyens de gagner le match face au régime autoritaire. Et pour gagner ce match, il faut être confiant dans nos valeurs. On a besoin de vérité, notamment. Qu'est-ce qui fait que Poutine a subi une grande désillusion lors des premiers jours de l'invasion russe en Ukraine? C'est qu'on lui avait menti sur l'état réel de l'armée russe. Lui qui pensait prendre l'Ukraine en 3 jours, il s'est rendu compte que tous ses chefs, depuis des années, lui avaient vendu une armée qui ne correspondait pas à la réalité. La vérité, c'est un actif stratégique pour nos démocraties. Et c'est pour ça qu'on doit tenir sur notamment l'indépendance des médias, et que c'est un sujet hyper important pour conforter, restaurer la confiance avec nos concitoyens et éveiller leur regard sur les menaces du monde aujourd'hui. Et parmi les acteurs qui sont hyper importants, me semble-t-il, pour que ces démocraties gagnent le match, c'est aussi le rôle des parlementaires. Et c'est pourquoi je crois vraiment que notre rôle de parlementaire, c'est d'être exigeant et des poils à gratter pour mettre le système sous tension et pour prévenir la surprise stratégique. Nos militaires ont des qualités énormes, nos militaires et notre système. Par contre, nos militaires, ils ont parfois du mal à brûler des objets qu'ils ont adulés pendant des années. Et donc notre histoire est faite de surprises stratégiques parce qu'on n'a pas voulu voir la nouvelle révolution qui arrive. Peut-être que notre retard sur les drones s'explique en partie à ce sujet-là. Et donc notre responsabilité parlementaire, c'est d'être un peu les poils à gratter pour mettre le doigt où ça fait mal, parfois au risque de se tromper ou de déplaire, pour contribuer à aider les démocraties à prévenir la surprise stratégique. 2 mots pour réagir. Je rejoins ce que vient de dire Thomas sur le rôle des parlementaires, et c'est pour ça qu'on souhaite renforcer par cette proposition d'institut parlementaire notre rôle à travers un institut qui serait doté de moyens humains et qui nous permettent de mieux jouer notre rôle et d'avoir cette expertise importante sur ce qui était indiqué au départ, c'est-à-dire le fait que la loi de programmation militaire avait été un genre de non-choix, on souhaitait être présent partout. C'est bien en réponse à ça que pour être en capacité vraiment de jouer notre rôle de solidarité avec l'Est de l'Europe, il nous a semblé important que les propositions les plus fortes soient sur l'armée de terre, avec cette histoire, enfin cette proposition plutôt de réserve réellement opérationnelle et suffisamment dotée, et aussi avec cette brigade un peu low-tech qui permet de répondre à ces enjeux dans des coûts maîtrisés, puisque c'est aussi un enjeu extrêmement important. Mais c'était probablement l'endroit où on manquait le plus de cohérence et de capacité. Et donc, c'est là-dessus que partie des propositions les plus fortes sont présentes. Merci. La parole est à Christophe Blanchet pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président. Merci à messieurs les rapporteurs pour leur rapport et leur exposé, surtout. Les temps changent. Les temps changent. Il y a 5 jours, on célébrait le 81e anniversaire du 6 juin du débarquement qui a amené la paix en France et en Europe. Et pendant 80 ans, on a été à chacun des discours cérémonies en train de dire on préserve la paix. Et les temps changent parce qu'aujourd'hui, on en est à éviter la guerre et dire comment est-ce qu'on évite la guerre. Et comment on évite la guerre, vous l'avez expliqué dans votre rapport, c'est à travers le volume des forces, des matériels, des munitions. C'est très bien expliqué, vous l'avez expliqué dans votre compte-rendu. Mais pour éviter la guerre, il faut montrer qu'on est prêt à la faire.
Et c'est les volumes que vous avez expliqués. Mais pour autant, pour être prêt à la faire, il faut avoir une adhésion nationale. Montrer aussi que si on est prêt, c'est parce qu'on est soutenu par une nation entière qui est prête et qui se sent mobilisée. Monsieur Gassillou, vous avez dit dans votre exposé, il faut placer le citoyen en première ligne, avec une référence manifeste aux réserves, qui est un sujet qui motive et passionne la Commission. Avec l'objectif des 100 000 réservistes, très bien, mettons acte, si on considère dans les différents rapports que 30% des réservistes ne se déclarent pas à l'employeur et restent fantômes, ça fait juste 30 000. Et que ces réservistes, quand ils ne se sentent pas reconnus, ils quittent la réserve. Donc comment est-ce qu'on fait pour les fidéliser réellement, si on veut atteindre cet objectif? Vous connaissez mon ambition de vouloir inclure dans les conditions de travail le fait que d'être réserviste fait partie des discriminations, parce que le cas est aujourd'hui. Je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. Et faire la masse, c'est comment est-ce qu'on fait adhérer la population depuis le plus jeune âge jusqu'à tout âge. Comment on redonne ce sentiment patriotique total en France, quels que soient les âges. Alors j'entends vos réserves sur le SNU, dont acte, mais qu'est-ce qu'on fait pour impliquer dès les plus jeunes âges? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on propose quelque chose véritablement? Et pas simplement transférer. Tout le monde a eu 2 minutes 30, Monsieur le Président, je voudrais avoir les 14 secondes de plus, si vous me permettez, au nom de l'égalité des groupes. Donc, ça m'apprendra à être un peu trop généreux. La prochaine fois, je coupe le micro à tout le monde. C'est pour tout le monde pareil ou personne? Permettez-moi. Allez-y. Merci, Président. Donc, c'est une censure. En 15 secondes, comment est-ce qu'on fait réellement cette masse à tout âge? Et dernière question, Monsieur Gassillou. Vous avez évoqué 700 000 hommes mobilisables en Russie. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Parce qu'il faut qu'on ait une réalité des chiffres aujourd'hui réellement. Merci. 2 minutes 55, mon cher collègue. Je vous en prie. Allez-y. Merci pour cette question. Alors, sur la Russie, oui, c'est toujours le cas. Et si demain, un accord de cessez-le-feu était signé, l'appareil productif russe est lancé à pleine vitesse et ses capacités se reconstitueraient extrêmement rapidement. Aujourd'hui, il y a tout un système, il y a beaucoup de gens qui vivent de la guerre en Russie et même des populations qui se sont habituées à percevoir, y compris des indemnités face au décès. Vous savez que ce qui tourne notamment en Russie, c'est pas pour une jeune fille, c'est assez terrible de dire ça, c'est pas forcément négatif de se marier avec un soldat qui part au front, puisqu'on va peut-être percevoir l'indemnité si celui-ci est réduit ou tué. Alors concernant les réservistes fantômes, clandestins, effectivement, il y a une part des réservistes qui n'en font pas part à l'employeur civil de peur de se voir bloqués dans leur progression dans l'entreprise. Je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à trouver, et je pense qu'on n'est pas très loin de ça, il y a encore peut-être quelques dispositifs, c'est un équilibre des contraintes. Parce qu'on ne peut pas non plus imposer tout à l'employeur civil au risque de rendre moins employable et moins attractif le réserviste. C'est-à-dire que si on a réserviste sur son CV et que l'employeur civil sait que ça va être porteur de beaucoup de contraintes, ça nuira à l'employabilité civile des réservistes. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a 3 points sur lesquels on peut avancer hyper rapidement. Le premier point qui est massif, et que ça fera le lien avec l'autre question, c'est l'importance de la culture de défense. Au-delà de normes et de la contrainte, il faut que chacun ait conscience de l'importance de cette défense et du geste citoyen qui est fait quand on libère son réserviste, et même de l'intérêt pour l'entreprise puisqu'il va développer des capacités notamment de commandement, de gestion du stress au travers de l'activité sur la réserve. Une deuxième pratique serait le fait de convoquer en amont, avec un délai 6 mois, 1 an, l'ensemble des réservistes d'une unité pendant 1 semaine. Et c'est là où vous pouvez acquérir une vraie capacité organique de la réserve. C'est quand toute l'unité, toute une compagnie de réserve est convoquée au même moment. Ça se fait aujourd'hui trop peu. Enfin, dernière chose, vous savez que par décret ministériel, on peut convoquer la réserve de sécurité nationale quand notre pays est face à un problème grave. Je pense que ces dernières années, on aurait pu le faire à plusieurs fois. Les réservistes se préparent pour ça. Quand il y a des graves crises type la crise sanitaire, tous les réservistes sont prêts à partir. Et je pense qu'une fois tous les 5 ans, une fois tous les 10 ans, il ne faut pas se priver de faire ça. Enfin, pour l'adhésion nationale, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est absolument majeur. Moi, je suis persuadé que, in fine, c'est la volonté qui fait la différence. La capacité militaire, technologique, c'est juste quelque chose qui vous permet d'avoir moins de morts pour atteindre votre volonté. Mais regardez les conflits récents,
entre les moyens américains en Afghanistan et la volonté des talibans en claquette, in fine, c'est la volonté des talibans en claquette qui a gagné. Certes, au prix de beaucoup de morts. Et désolé de le dire de manière un peu brusque, et ce que je dis, c'est pas porteur d'un jugement moral sur pourquoi on a cette volonté. C'est pour ça qu'in fine, je suis très confiant sur les démocraties pour l'emporter, puisque c'est ces démocraties qui doivent permettre à chacun d'avoir le plus possible cette volonté. Et donc, effectivement, il est majeur que chaque Français se sente personnellement responsable de la défense nationale. Chacun doit se dire, moi, j'ai un rôle à jouer pour mon pays. Peut-être avec un fusil, peut-être avec un clavier. C'est pour ça que la JDC nouvelle version, c'est pour revisser dans la tête de tous nos jeunes que peut-être qu'un jour, la nation aura besoin d'eux. Et rappelons-nous toujours cette phrase de Saint-Exupéry, chaque sentinelle est responsable de tout l'Empire. Oui, pour répondre spécifiquement sur SNU et adhésion nationale, quand on regarde le rapport de la Cour des comptes de 2023 qui évalue le dispositif, il dit notamment qu'il ne répond pas à deux objectifs clés qui étaient la mixité sociale et l'engagement. 43 000 jeunes engagés en réalité. Et donc c'est fort de ce constat-là et fort du fait que on fait une proposition forte sur la réserve, qu'on considère qu'une réserve réellement opérationnelle avec les moyens, avec des doctrines d'emploi définies bien plus importantes qu'aujourd'hui, permettrait bien plus d'assurer cette cohésion nationale et de répondre à cet enjeu-là. Et donc, on est d'accord sur l'objectif et on pense qu'on a plutôt intérêt, effectivement, à concentrer nos moyens sur cette réserve parce qu'aujourd'hui, le SNU ne répond pas aux objectifs qui s'étaient donnés et mobilise des moyens humains et des moyens financiers. Merci. La parole est à Lise Magnier pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les rapporteurs. Merci pour la qualité de votre rapport que vous nous présentez aujourd'hui et qui éclaire avec justesse les dilemmes auxquels notre modèle d'armée est aujourd'hui confronté. Conjuguer l'impératif de masse avec la préservation de notre supériorité technologique, tout en restant lucide sur les contraintes budgétaires qui sont les nôtres. Vous faites un certain nombre de propositions et vous avez notamment mis en lumière l'importance des drones et de la guerre électronique dans les conflits contemporains et plus largement l'évolution de la conflictualité vers une hybridité toujours plus marquée. Vous avez déjà eu l'occasion de revenir sur cette question des drones. Et moi, je voudrais revenir sur un point précis que nous n'avons pas encore abordé ensemble et que vous soulignez dans le rapport, c'est votre proposition numéro 12 que je trouve particulièrement innovante et pertinente et qui vise, je vais vous donner à quoi elle correspond, et qui vise à doter chaque élève d'école officier et sous-officier d'un drone commercial FPV pour les acculturer effectivement au nouveau mode de combat. Alors ma question est simple. D'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous détailler cette proposition, ses modalités de mise en application, mais aussi sur son articulation avec les exigences de sécurité opérationnelle et de confidentialité des données? Comment s'assurer que l'emploi des drones commerciaux, qui restent issus du secteur civil, ne crée pas de vulnérabilité pour la formation et la doctrine de nos armées? En tout cas, je vous remercie sincèrement de cette proposition intéressante. Merci de votre retour. Alors, sur les drones, on a beaucoup progressé, mais on part de très loin. Je me souviens d'un engagement il y a quelques années, quand on était allé passer le réveillon du 31 décembre avec Elisabeth Borne, Première ministre en Guyane, où les soldats engagés dans le cadre de l'opération Harpie avaient dit « j'ai dû acheter un drone sur mes fonds personnels parce qu'on ne m'en fournit pas ». Or, pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline et pour voir si les orpailleurs sont là, j'en ai besoin. Les armées ont pris progressivement ce virage. Vous savez qu'on l'a fait collectivement avec beaucoup de retard. Nous, on souhaite accélérer la massification. Vous savez que, pour vous citer quelques exemples peut-être un peu piquants pour nous, nos armées, à ma connaissance, n'ont toujours pas le droit sur leur champ de tir de tirer sur un drone qui arrive. Et certains nous ont même dit on doit s'inscrire à un club de ball-trap en tant que citoyen pour s'entraîner à faire ça. Donc on a encore des contraintes réglementaires, normatives à lever pour intégrer pleinement l'usage des drones. Et là, on a souvent parlé de la singularité militaire, mais il faut qu'on remette en avant la singularité de défense. On n'en a pas parlé, mais combien on a découvert de normes qui ajoutent des surcoûts considérables à nos équipements. Donc ce n'est pas forcément le Made in France qui coûte beaucoup plus cher, c'est la manière dont on le fait.
Notre proposition, c'est d'équiper tous les élèves officiers, sous-officiers d'un drone, voire même mieux que les équiper, de leur demander de fabriquer pendant leur cursus scolaire un drone. Ça coûte 500 € par élève. Les entreprises qu'on a contactées sont prêtes à fournir le drone en pièces détachées. Et ça permet d'acculturer directement chaque élève avec cette réalité, qu'il soit un marin, un aviateur ou un terrien. Moi, je vais même un peu plus loin. Je dis même qu'il faut permettre, dans un cadre maîtrisé, il faut permettre à ces élèves d'utiliser ce drone dans leur milieu civil, y compris pour faire des photos en vacances. Ça peut un peu choquer ce que je dis dans un premier temps. Je vous disais, moi, j'ai servi dans la brigade d'infanterie de montagne. Ceux qui étaient les meilleurs skieurs militaires, ce n'étaient pas forcément ceux qui avaient fait le plus de formation militaire, puisque vous avez forcément un temps concret. C'est ceux qui sortaient le week-end avec leur peau de phoque pour skier dans les Alpes. Et l'armée s'est rendue compte à ce moment-là qu'elle devait autoriser ces militaires de la brigade d'infanterie de montagne d'utiliser ces skis pour aller skier à temps personnel. Je pense que si on veut que nos militaires intègrent pleinement l'usage des drones, y compris au-delà de la préparation opérationnelle qu'ils auraient dans leur temps militaire, il faut leur dire, écoutez, on vous fournit un drone, si vous voulez l'utiliser dans un cadre défini à titre personnel, vous pouvez le faire. Et la dextérité que vous allez développer en utilisant ce drone à titre personnel pour faire des photos de famille vous sera utile également sur le champ de bataille. Pardon, je pensais que vous vouliez reprendre. Eh bien, la parole est à Bernard Schex pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, l'excellent rapport que vous présentez fait bien état de la multiplicité des menaces, à la fois le retour de la haute intensité, mais également des stratégies non conventionnelles déployées par des pays hostiles, comme l'Azerbaïdjan, qui viennent menacer nos intérêts vitaux. Cette pluralité des menaces ouvre différents fronts. Pour faire face, la France doit adapter son modèle d'armée. Nous souscrivons donc à l'idée d'un développement d'un modèle hybride. Les pays impliqués dans les guerres conventionnelles s'y emploient déjà. Comme vous l'évoquez, l'Ukraine va produire 4 millions de drones FPV en 2025, dont les capacités seront démultipliées par le réseau civil de Starlink. Si ce modèle hybride est souhaitable, nous devrons cependant faire des choix avec 3 400 milliards d'euros de dettes, dont un tiers depuis 2017. Le seul remboursement des intérêts à nos créanciers est déjà supérieur au budget annuel de nos armées. Faute de sérieux budgétaire, nous n'avons pas les moyens de nos ambitions militaires. Si vous insistez sur le nécessaire renforcement de notre corps de bataille terrestre, le groupe UDR s'inquiète aussi des progrès technologiques de l'arsenal militaire chinois, notamment en matière de dilution et de furtivité de leurs sous-marins. Par ailleurs, la Chine prévoit de disposer de 6 porte-avions en 2035 et bénéficie déjà de catapultes électromagnétiques. Cette nouvelle avance technologique pourrait acter la supériorité aérienne de la Chine, notamment dans la zone Indo-Pacifique, une zone qu'elle convoite et où nous avons des intérêts vitaux. Pour la France, l'un des objectifs d'un porte-avions de nouvelle génération est très équipé de catapultes électromagnétiques afin de nous maintenir dans la course technologique. Ma question est la suivante. Face à ces responsabilités, est-il raisonnable, comme le suggère la proposition 7 du rapport, de décaler de plusieurs années la réalisation du programme de porte-avions de nouvelle génération? Je vous remercie. Donc voilà, je réponds à nouveau sur le porte-avions. La France a besoin d'un porte-avions et on propose simplement d'étudier la possibilité de décaler un peu vers la droite, ce qui est possible à minima de quelques mois. Et je rappelle que chaque jour gagné, c'est des millions d'euros de trésorerie potentiellement en moins. On propose simplement de décaler un peu vers la droite ce matériel, si ça peut se faire sans rupture capacitaire, c'est-à-dire si le nouveau porte-avions arrive suffisamment tôt pour qu'il y ait une période de tuilage d'1 ou 2 ans avec le porte-avions, et si ça n'entraîne pas de surcoût. On met cette proposition sur la table, à voir maintenant si elle est possible ou pas. Vous avez abordé le cas de l'Azerbaïdjan. Alors, j'aimerais revenir sur la révolution numéro 3 qu'on propose, celle du soutien indirect et des stratégies indirectes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, au début, pour tout vous dire, j'avais proposé d'appeler ce troisième volet le faire-faire. Bon, on a mis ça le faire avec pour être un peu moins présomptueux. C'est-à-dire qu'on a intérêt parfois, au-delà de s'engager nous-mêmes, d'aider des alliés qui sont dans des situations opérationnelles et dans des intérêts convergents. Il me semble que clairement, avec l'Arménie face à l'Azerbaïdjan, on aurait pu faire un peu mieux dans le soutien capacitaire auprès de l'Arménie. Pourquoi on n'a pas pu pleinement le faire?
Tout simplement parce qu'on n'a pas dans nos stocks un nombre suffisant d'équipements et correspondant à un usage plutôt rustique tel que l'Arménie. On peut se poser aussi la question de qu'est-ce qu'on aurait pu faire en complément de Barkhane pour entraîner une meilleure remontée en capacité des armées sahéliennes engagées face aux terroristes dans un contexte où, vous le savez, la force n'est pas toujours, au bout d'un certain temps, l'acceptabilité d'une force étrangère n'est pas toujours acquise. Donc moi, pour ma part, je suis convaincu de la pertinence des stratégies indirectes. Au-delà d'avoir des capacités nous-mêmes, d'avoir des capacités à faire, en tout cas à faire monter en puissance des alliés. Et si on se dit un peu clairement les choses par rapport à une menace sur le front oriental de l'Europe, qu'est-ce que la France peut apporter ? Elle peut apporter sa dissuasion avec la réflexion sur la dimension européenne des intérêts vitaux. Ça, c'est en cours. On a choisi de ne pas le traiter dans le rapport et de ne pas traiter la question du nombre de têtes, notamment. Elle peut apporter sa capacité projetable. On propose, nous, de cheminer vers un quart d'armée. Mais quand la Pologne, si la Pologne, la Finlande se font attaquer, c'est eux qui seront en première ligne. Ce qu'on devra apporter aussi à ce moment-là, c'est la capacité de soutien industriel de ces pays qui sont attaqués. Et il me semble que la France est très bien placée pour le faire. Non seulement parce qu'elle a une industrie qui sait le faire, parce qu'on est loin du front, et parce que notre territoire national est sanctuarisé par la dissuasion. Donc on doit se préparer, au-delà de la capacité à projeter des forces, à soutenir industriellement l'effort de guerre d'un tiers dans le cadre de notre solidarité stratégique. Rapidement, en complément, le décalage vers la droite que l'on propose, en tout cas dans lequel on propose la réflexion, permettrait, si c'est possible, notamment de profiter de ces moyens qui ne seraient pas mobilisés à ce moment-là pour travailler sur le modèle qu'on propose à l'italienne de commander 3 frégates supplémentaires permettant de revenir dans le volume préconisé par le livre blanc de 2013, de pouvoir, si nécessaire, exporter ces frégates, donc le système coque blanche à l'italienne. Et donc, ce faisant, en réalité, de répondre aussi à ce que vous signifiez, c'est-à-dire l'Indo-Pacifique, le fait de protéger nos espaces maritimes qui sont les 2e mondiaux et ainsi de suite. Et donc, en réalité, de répondre à ces enjeux-là, parce que si on devait prendre cette décision-là, ce que vient de dire Thomas Gassilou, je m'inscris dedans. C'est-à-dire que c'est parce que ça ne remet pas en cause le fait qu'on a un porte-avions opérationnel disponible. Et donc ça permet de réaliser cela. Et donc ça nous semble une réponse importante et en tout cas intéressante à explorer. Parce que, comme vous l'avez signifié également, on reste dans un volume budgétaire qu'on a essayé de contraindre, de rester contraint, 0,1% du PIB, parce que ça répond à nos réelles capacités. Autrement, on peut se payer de mots et dire que l'une des propositions, évidemment qu'on a exclu d'entrée, mais qui aurait pu pourrait être de dire on va être homothétique sur l'ensemble de nos objets et on va faire x2 et on est en incapacité de porter ce budget-là. Et ce que j'ai dit au tout départ, je le redis là, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de rester dans un volume budgétaire qui ne déstabilise pas les autres budgets de l'État, parce qu'ils sont extrêmement importants pour la cohésion de la nation, que ce soit sur les enjeux sociaux ou écologiques sur lesquels on doit continuer à investir massivement. Merci, mes chers collègues. Il nous reste moins de 10 minutes, donc j'ai 4 questions. Donc nous allons les prendre tous en même temps. Et nous commençons par Philippe Bonnecarrère. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, bien sûr, aux 2 rapporteurs. Je m'excuse de ne pas avoir assisté au début de votre exposé. Par contre, j'ai lu attentivement votre rapport qui m'a passionné, que j'ai trouvé vraiment remarquable. Instructif et que vous avez complété oralement. J'ai été très intéressé par votre approche démocratie contre régime autoritaire et la part de vérité, etc. Votre propos était plein de sens. Je voudrais me concentrer avec une question et une observation sur votre sujet masse et sur le sujet des 100 000 réservistes, sur le sujet de la garde nationale. Le terme me convient très bien. Et vous demandez simplement d'où vous sortez ces 100 000 réservistes. Les choses ne sont pas très claires dans mon esprit. Je sais qu'il y a plusieurs spécialistes dans cette commission de la défense de la question. Il me semble qu'il y a deux solutions. Il y a une solution
100 000 réservistes, vrais réservistes, si je puis m'exprimer ainsi, venant de l'armée d'active ou qui se sont ensuite réorientés vers un régime de réserve. Je suis un peu dubitatif sur la capacité d'arriver à 100 000. Je suis arrivé un peu dubitatif sur la disponibilité. Je suis partiellement dubitatif sur les aptitudes. Il pourrait y avoir un autre modèle que je ne connaissais pas, et je dois à notre président d'en avoir pris connaissance au cours d'un récent déplacement en Norvège, avec un service national sélectif. Ils choisissent sur la base d'un volontariat, dans une culture de césure où, après mes études, je suis habitué à partir en engagement international ou à l'étranger. Ma question est, vrai réserviste, service national sélectif, quelle serait un peu la bonne perspective? Merci, Monsieur le Président. Merci. La parole est à Yannick Chenvar. Merci, Monsieur le Président. Le décalage du projet de porte-avions de nouvelle génération aurait des effets considérables et désastreux, notamment avec un risque de perte capacitaire. Il faut demander aux Anglais comment ils le vivent actuellement. Il est important quand même de rappeler que sur le plan industriel, on va avoir l'ATM-3 du Charles de Gaulle en 2027, ça va durer 18 mois. D'ailleurs, pendant 18 mois, on n'aura plus de porte-avions. Hein. C'est l'interrogation de savoir si on n'a pas besoin d'un deuxième. Et c'est à ce moment-là qu'on va savoir dans quel état se trouvent les chaufferies pour une prolongation possible. Mais ça veut dire que si on prolonge le Charles de Gaulle, on va être obligé de faire travailler Technicatom sur les K15 qui sont celles du Charles de Gaulle, et on va prendre un retard considérable sur les K22 du futur porte-avions à propulsion nucléaire. Donc attention, parce que quand on évoque quelques mois, en réalité, ça se traduit à l'arrivée par plusieurs années de décalage. Donc moi, je voudrais juste dire une chose pour rester dans le chrono. Moi, je préfère évidemment que nous fassions une association Charles de Gaulle, Pang numéro 1, ensemble, et à un moment donné, qu'on fasse Pang numéro 1 plus Pang numéro 2. Là, on retrouverait une posture opérationnelle sans prise de risque industriel. Je vous remercie. Merci. La parole est à Sébastien Saint-Pasteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les rapporteurs. Je m'associe au concert de louanges par rapport à la qualité du rapport. On a beaucoup parlé des drones et aujourd'hui il y a peut-être un chiffre qui n'a pas été énoncé, mais j'ai peut-être été insuffisamment attentif. En Ukraine, 70% des pertes humaines et matérielles sont aujourd'hui générées par les drones, ce qui explique un petit peu leur place centrale. Et on a vu qu'on est en train d'essayer d'esquisser un tournant stratégique. Le partenariat avec Renault, notamment sur la fabrication de drones en Ukraine, en atteste. Je serai assez concis. Saint-Exupéry parlait des sentinelles et de l'Empire, mais il disait aussi que l'avenir, il ne fallait pas le prévoir, il faut le permettre. Et y a-t-il un autre salut que les technologies duales pour justement soutenir cet effort de défense? L'exemple des coques qui a été cité l'illustre, l'exemple de Renault l'illustre, et est-ce le seul chemin que nous pourrons emprunter demain pour être en capacité de soutenir cet effort que nous avons à consentir? Je vous remercie. Merci. La parole est à Franck Giletti. Merci, Monsieur le Président. Ce ne sera pas véritablement une question, mais plutôt des remerciements et des félicitations. Remerciements pour valider ce que nous proposions pendant la LPM, notamment sur les 30 rafales supplémentaires, sur les 3 frégates que nous avions défendues par amendement, avec certes une LPM que nous voulions augmenter de l'inflation, mais tout cela justifie nos travaux qui, à l'époque, que vous justifiez aujourd'hui, et surtout qui sont rappelés aussi dans nos différents travaux budgétaires et dans nos différents rapports. Et puis vous féliciter, mais plus particulièrement féliciter Damien Girard et le groupe écologiste pour ce changement de position, ce changement de paradigme sur des écologistes sur la défense, parce que je me souviens ici aussi que nous avions, lors des débats dans cette assemblée ou dans l'hémicycle, où le groupe écologiste avait proposé une LPM à 270 milliards,
sans marge d'augmentation, disait aussi dans un de ses amendements que le porte-avions est inadapté et injustifié, et enfin qui proposait une stratégie de dissuasion non nucléaire avec un désarmement total. Donc tout cela en totale contradiction avec ce qui peut se dire, parce que sans dissuasion, ce que vous avez proposé n'a plus de sens, évidemment, parce qu'il y a un naturel épaulement entre le conventionnel, cette masse, cette cohérence et la dissuasion. Donc vous félicitez pour... et puis peut-être, alors petite question, savoir qu'est-ce qui a précédé à ce changement de vision du groupe écologiste. Merci. Messieurs les rapporteurs. Allez, je commence et ensuite Damien nous dira comment il est passé du vert au kaki, ou que le kaki est aussi un peu vert. Alors si je prends un peu les interventions dans le sens inverse, en fait, je pense que la LPM est la bonne avec une enveloppe de 413 milliards d'euros. Et je ne pense pas qu'au Rassemblement national, vous soyez en mesure de faire de meilleurs choix avec 413 milliards d'euros. Ce que vous dites, c'est simplement on aurait dû dépenser plus. Ben, je suis d'accord avec vous. Si on avait dépensé plus, on aurait pu avoir davantage d'équipements. Pour autant, on a fait du mieux qu'on pouvait, à mon sens, avec 413 milliards d'euros. Sur les pistes d'avenir, j'ai le regret de vous annoncer que ce qu'on propose, à mon sens, c'est valable pour 5 ou 10 ans. Il y a une piste sombre pour l'avenir, qui est qu'après l'intégration de la Smart Tech de masse, l'intelligence artificielle et la robotisation fassent une éruption massive sur le champ de bataille et que le soldat disparaisse quasiment du champ de bataille et que nos guerres deviennent des guerres industrielles où seule la capacité industrielle compte. Et sans cette limite humaine, j'ai pour ma part certaines craintes que le seuil de déclenchement de la guerre soit encore plus bas. Et je pense qu'un jour, l'humanité devra... comme elle l'a fait sur le nucléaire avec le traité de non-prolifération, se pencher sérieusement sur cette question. Pour répondre à notre collègue Chenevard, alors effectivement, s'il n'y a pas de doute sur le fait d'avoir 2 porte-avions, effectivement, mieux vaut le lancer tout de suite, et comme ça, on aura plus rapidement plus de périodes de tuilage. Moi, mon pressentiment, c'est qu'on a encore un peu de marge de quelques mois. Vous savez que... voilà, enfin, en tout cas, vous êtes meilleur connaisseur que moi, donc même sur ce sujet, je prends avec beaucoup d'attention l'ensemble de vos retours et admets avec une totale humilité mon incapacité à trancher finalement cette question. Je dis juste, il faut mettre la pression au système le plus possible. Enfin, concernant notre collègue Bonnecarrère, 100 000 réservistes, donc c'est l'engagement du ministre, c'est parfaitement atteignable. Le budget de la garde nationale, c'est 1 milliard d'euros sur un budget de 50 milliards pour notre défense. C'est donc moins de 2% du budget de notre défense. Par ailleurs, avoir 100 000 réservistes, ça fait un flux de l'ordre de 20 000 recrutements par an. Sur une classe d'âge de 800 000, ça veut dire qu'à l'issue de la JDC, on veut simplement que quelques pourcents de nos jeunes s'engagent dans la réserve. Aujourd'hui, nos armées n'ont pas des difficultés de recrutement. Elles ont des difficultés pour trouver des activités, financer des activités et fidéliser nos réservistes, sachant qu'on en est déjà 40 000. Juste à titre d'information, en 91, on avait plusieurs millions de réservistes dans l'armée française et la seule armée finlandaise est en mesure, pour un pays qui fait la taille de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'en aligner au moins 500 000. Donc vous voyez que l'ambition de 100 000 réservistes est assez limitée. À cette réserve de niveau 1 s'ajoute la réserve de disponibilité, la RO2, qui est l'engagement des anciens militaires d'active à être rappelable pendant les 5 ans. Cette réserve de niveau 2 doit être à nouveau revitalisée, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer de l'effectivité de cette présence militaire. Et enfin, il y a le sujet du service militaire. Si le président me le permet, en 30 secondes, juste en mot de conclusion, en vous rappelez mon attachement à la LPM qui nous fournit un socle de cohérence. Nos choix ont été les bons et la cohérence peut précéder la masse, l'inverse n'est pas possible. On a bien fait de choisir la cohérence plutôt que la masse, puisque si on avait choisi la masse et le low-tech, on n'aurait pas pu avoir la cohérence et la haute technologie. Pour autant, en complément de ces choix de LPM, on a aujourd'hui, à mon sens, un besoin impérieux de regagner de la masse. Et au travers des quelques propositions qu'on a pu vous faire, on a essayé de vous montrer qu'avec moins de 0,1% du PIB, on était en mesure de produire des effets stratégiques sur notre modèle d'armée. En complément, les écologistes ont une vision de stratégie de sécurité globale et élargie. Et donc c'est pour ça qu'on réfléchit à l'échelle européenne et c'est aussi pour ça que l'on réfléchit
aussi l'ensemble de nos dépendances et notamment les dépendances vis-à-vis de la Russie. Et c'est pour ça qu'on prône la sortie de l'usage d'un ensemble de carburants, enfin du fossile ou du fissile, parce que ça génère un ensemble de dépendances vis-à-vis de la Russie. Et donc de ce point de vue-là, on est clairement cohérent sur les évolutions. Je pense que dans le monde dans lequel on est, et au vu des évolutions actuelles, les retournements d'alliance, ce genre de choses, celles et ceux qui ne se questionnent pas sur quelle réponse on doit avoir à ça et quelles évolutions on est capable d'avoir, pour le coup, je trouve que ce serait assez fou de rester sur des postures historiques, ne jamais évoluer. Et donc, que les écologistes réfléchissent et continuent à évoluer, c'est le modèle même de ce que nous sommes, que en permanence se questionner. Et donc voilà, on s'était abstenu sur la loi de programmation militaire, on n'avait pas voté contre, et on s'était abstenu notamment sur le fait qu'on considérait que le pivot est de l'Europe était insuffisant, ce que aborde complètement notre rapport de mission d'information. Donc on est complètement cohérent là aussi. Et je pense qu'on a le devoir d'être au niveau de l'engagement de nos militaires. Donc je ne suis pas bien persuadé que la question était complètement à ce niveau-là. Moi, je pourrais vous rappeler que Marine Le Pen... elle serre la main de Vladimir Poutine. Et donc, là, en termes de cohérence, je préfère la nôtre. Merci. Il nous revient maintenant, pour conclure notre discussion, à voter l'autorisation de publication de ce rapport. Donc, je vais vous demander qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc, la Commission autorise la publication de ce rapport. Félicitations. Nous